je me présente. Je suis Jérôme Laurent, le cofondateur de Pricing Hub. C'est une solution SaaS. Je vais présenter rapidement la boîte, mais l'objectif, c'est pas ça. Je suis pas là pour vous pitcher Pricing Hub et vous parler d'un projet. Donc, ce qu'on fait, notre métier, c'est d'aider les retailers à déployer leur pricing, leur stratégie de pricing, à calculer de façon très automatisée leurs prix. Des prix qui sont consumer facing, c'est le prix pour le consommateur final, et on les aide à optimiser leur marge et à protéger leur marge. Donc ce qu'on apporte sur le marché, c'est une expertise en pricing et une expertise sur la mesure de la sensibilité prix du consommateur. Aujourd'hui, quand on regarde en France, les retailers font essentiellement de l'alignement sur la concurrence. Et la dimension qu'on apporte, c'est la dimension du consommateur. Et on essaye, au-delà de l'alignement sur la concurrence, de trouver le bon prix par rapport à la sensibilité prix de ce consommateur. Donc aujourd'hui, je suis en la présence de Julien Denis, qui est Digital Product Manager chez ADO Leroy Merlin France. Et je suis avec Christophe Verguet, qui est notre patron du déploiement des outils. On est là pour vous parler un peu et échanger et partager avec vous notre expérience de déploiement de la solution Pricing Hub chez ADO en Europe. Et on est là pour vous parler des facteurs clés de succès. Voilà, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc moi c'est Julien Denis, je travaille depuis 3 ans chez Leroy Merlin France, mais plus globalement pour ADO. On est assez mature chez Leroy Merlin France sur le pricing, ça fait des années qu'on travaille dessus, néanmoins on avait des axes d'amélioration, donc c'est ce qu'on est venu chercher notamment avec Pricing Hub, et surtout une harmonisation, donc je ne rentre pas dans trop de détails parce qu'on va s'en parler juste après. Mais voilà, Christophe, je te laisse la main pour... Bon. Allô, allô. Bonjour à tous, donc Christophe Verguet, enchanté de vous rencontrer. Donc moi j'ai rejoint Pricing Hub il y a maintenant 2 ans et donc je suis en charge de toute la partie Solution Delivery. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à récupérer l'ensemble des besoins qui sont mis en place par nos clients, les identifier, les qualifier et déployer la solution afin de passer à la main à l'équipe Run qui après accompagne les différentes BU. Comme Julien, je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est ce qu'on va aborder juste après. Alors Julien, il y a beaucoup d'humilité dans ce que tu dis, parce que par rapport à tous les retailers qu'on a vus, vous êtes très avancé en termes de pricing chez Leroy Merlin, en termes d'organisation et de pricing d'une façon générale. Est-ce que tu peux nous présenter un peu justement cette vision pricing, vos objectifs quand vous avez décidé de sélectionner Pricing Hub et un peu comment c'est... Voilà, quels ont été vos grands objectifs? Yes. Alors... Je sais pas, c'est bon? Ouais, merci. Donc, il y avait plusieurs enjeux. Le premier, c'est que chez Leroy Merlin France, on était équipé d'une solution qu'on avait envie de changer parce qu'on avait envie de passer à l'étape d'après. On était très orienté sur l'alignement tarifaire, comme on a pu en parler juste avant, et on avait envie d'aller plus loin, de commencer à travailler sur de l'élasticité, travailler sur de l'algorithmie, etc. Et la solution qu'on avait ne nous apportait pas toute cette partie-là. En parallèle de ça, il y a aussi tout un enjeu autour de... c'est aussi le but d'ADO. Le but d'ADO pour les enseignes comme Leroy Merlin, ou Eldom ou Bricoman, par exemple, sur le bricolage, c'est d'essayer de mutualiser nos moyens. Donc on avait aussi un enjeu de mutualisation, d'essayer de converger vers une seule et même solution, et de converger aussi sur les pratiques de pricing pour que chacune des différentes business units, donc les différentes marques et les différents pays, puissent avoir des pratiques qui aillent se challenger et qu'on croisse, qu'on ait tous une croissance qui soit intéressante. Et même si on avait une certaine maturité, il y a aussi un effet conjoncturel qui est aussi super intéressant pour nous parce que on a vécu le Covid avec un boom sur le marché du bricolage, tout s'est bien passé, tout le monde s'est reconcentré sur sa maison, etc. Et là, depuis quelques mois, et particulièrement en cette période, le pricing a un rôle critique. On est donc du coup très, très regardé. C'est un des leviers de rentabilité qui est presque direct pour l'entreprise. Donc pour nous, c'est aussi un enjeu majeur de rentabilité et de continuer à accélérer sur ces sujets. Juste un petit point, Julien.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand on a commencé à échanger avec vous, vous avez une vision très claire sur tous les cas d'usage du pricing. Quels sont ceux qui étaient faits en interne, quels sont qui pouvaient être faits en externe. Vous aviez déjà une vision d'architecture, un peu d'outils très clairs. Oui, alors là-dessus, il y a pas mal de choses où on a des croyances internes. Où on se dit, on a essayé de cartographier les différentes solutions, là où on en était aujourd'hui. Donc, on a en interne toute une solution autour du matching de produits pour faire du rapprochement entre les produits de la concurrence et les produits de notre offre. Et ça, on s'est dit que c'était critique pour l'entreprise et on ne voulait pas que ces données-là sortent. Donc, on a développé ça en interne. Par contre, pour d'autres solutions comme celle du pricing, étant donné qu'on ne peut pas courir tous les chevaux d'un coup, c'est compliqué, on ne peut pas être sur tous les sujets. Et c'est là où on s'est dit on va s'appuyer sur une solution externe qui va nous apporter cette maturité, qui va nous apporter aussi un regard différent, un regard marché. Donc je fais du spoil un peu pour la suite, néanmoins c'est la réalité. Et donc on s'est vraiment dit, on a cartographié là où on en était, les étapes qu'on voulait faire et ce qu'on allait faire en interne ou en externe. Et on a encore pas mal de choses à faire sur le pricing, parce que le domaine est très très large. Mais en tout cas, Pricing Hub a vraiment été un accélérateur pour pouvoir faire avancer nos sujets. Ok, donc Christophe, maintenant tu peux nous parler de ce fameux projet et un peu du périmètre du projet, quelles sont les étapes et les rôles et les responsabilités de chacun. Comment se séparent les responsabilités de Pricing Hub et celles d'ADO dans la conduite de ce projet? Donc, alors déjà pour démarrer, aujourd'hui on accompagne le groupe ADO sur différentes BU et sur différents pays. Donc là, l'exemple qu'on va parler aujourd'hui concrètement, c'est on accompagne Leroy Merlin sur 5 BU, donc qui sont la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Pologne. Sur ces 5 BU-là, effectivement, vous l'imaginez bien qu'il y a des stratégies qui sont mises en place. Ces stratégies qui peuvent être à la fois des stratégies locales qui émanent des BU, mais qui sont consolidées à travers une gouvernance centralisée. Cette gouvernance qui est faite notamment avec Julien et avec les collègues de Julien, ont pour vraiment mission principale de venir aligner l'ensemble des besoins cross-BU et également d'assurer une cohérence des besoins. L'idée qui est derrière ça, c'est justement d'être certain et de garantir aux différentes BU avec lesquelles on travaille que la plateforme qui est mise à disposition réponde et couvre l'ensemble des besoins de toutes les BU. Donc ça, on respecte des gouvernances projets qui sont classiques avec des weekly, avec tous les outils de projet que vous pouvez connaître. Et à côté de ça, on peut avoir une exécution qui est un petit peu plus locale avec des demandes qui sont spécifiques. On peut très bien avoir un projet qui est global groupe, mais toutefois avec des besoins qui sont un petit peu plus spécifiques. Je vais donner l'exemple qui le plus type, c'est la gestion des arrondis de prix. Effectivement, la gestion de l'arrondi de la France n'est peut-être pas la même gestion d'arrondi qu'une autre BU. Et donc nous, on vient prendre en compte tous ces petits éléments-là pour venir faire de la personnalisation et permettre d'avoir à la fois une gouvernance centralisée tout en étant en capacité de répondre à des besoins locaux. Merci Christophe, très clair. Alors ensuite, on va aller dresser le portrait des différents grands enjeux. Et le premier enjeu quand on déploie un outil de pricing, c'est la data. Il y a beaucoup d'enjeux autour de la data puisque un outil de pricing est nourri par énormément de sets de données qui sont rafraîchis souvent quotidiennement. Christophe, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les datasets? Et puis ensuite, Julien, il va nous parler de ce que ADO a mis en place pour gouverner et pour gérer cette data. Donc vous imaginez bien une plateforme SaaS comme celle de Pricing Hub a besoin de données pour fonctionner. Donc ça veut dire que nous, on est juste un logiciel, un software dans l'écosystème d'ADO. Et donc pour que l'on fonctionne, on a des données qui entrent chez nous. Parmi ces données qui entrent, on va essentiellement travailler sur des données d'inventaire de catalogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai besoin de connaître les produits, j'ai besoin de connaître les caractéristiques des produits, leur prix d'achat, leur prix de vente. J'ai besoin de tout un ensemble d'éléments qui vont me permettre à ma plateforme de fonctionner. Autour de ces éléments, on va venir greffer d'autres informations. On peut très bien, d'un côté, greffer, comme le disait Jérôme juste avant, des données de concurrence. Effectivement, la première des choses que l'on voit, c'est de dire je souhaite me comparer par rapport à mon concurrent. J'ai besoin des données concurrentes. Si je veux connaître mes impacts de ma stratégie, j'ai besoin de connaître quel a été le volume que j'ai réalisé. Donc j'ai besoin de connaître les transactions. Donc quelles sont les ventes qui ont été effectuées pour connaître ces informations-là.
De la même façon, on pourrait très bien avoir des données de trafic qui permettent de gérer la demande sur l'outil. Donc toutes ces informations-là font partie des données qui peuvent être intégrées à la plateforme et qui vont permettre de gérer. Maintenant, je vais passer la main à Julien pour dire quel est l'impact de ces données-là au sein de l'international. Oui, alors là-dessus, on a une chance chez ADO et chez Leroy Merlin, c'est qu'on a des dirigeants côté IT, des directeurs IT qui étaient très visionnaires là-dessus, dans le fait que chacun des produits digitaux était maître de sa propre donnée, et du coup, il fallait aussi qu'il l'expose à l'entreprise. Et donc, ça fait partie de chacun de nos périmètres, et donc aussi bien sur du référencement que sur les transactions, que moi sur la partie prix concurrent, je dois exposer les données à l'entreprise. Donc, on a tout standardisé. Donc, ça, en fait, je bénéficie d'un sujet qui date d'il y a quelques années, et là-dessus, je leur rends leur gloire finalement. Et du coup, ça nous a permis, et ça nous permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite sur les projets d'intégration, parce que tout a été standardisé. Et au-delà de ça, ça nous permet aussi, parce que c'est aussi un des sujets, c'est d'accélérer aussi sur toute la partie intelligence artificielle, parce que sans données de qualité, l'intelligence artificielle, c'est plus compliqué. Donc ça nous permet vraiment de faire toute cette accélération avec des outils qu'on a complètement créés, customisés. Donc là-dessus, il y a un savoir-faire ADO qui s'est mis en place. Non, j'allais dire également, je rajoute juste une petite information, c'est qu'aujourd'hui, donc, la qualité de la donnée que l'on va avoir en entrée va permettre aux différentes BU d'avoir de la confiance dans l'outil. Si effectivement aujourd'hui, on s'aperçoit que les données que je vois à travers la plateforme ne correspondent pas à la réalité, je vais perdre la confiance en l'outil et potentiellement, je vais avoir un manque d'adoption de la solution. Donc la qualité des données en entrée est un gage de qualité et d'utilisation de l'outil derrière. Voilà, petite parenthèse. Je pense que c'est un point important. Hein. La confiance dans l'outil, elle est essentielle. Et dans les process de déploiement du projet, au tout début, il y a des phases où on va valider la donnée. Et ces phases de validation de la donnée, elles sont cruciales, surtout quand on parle de pilotage de marge. Il faut non seulement que l'outil externe ait exactement la même data et la même lecture du chiffre d'affaires, de la marge, etc., que le client. Donc c'est un point très essentiel. Ensuite, on a une deuxième grande série d'enjeux, c'est tous les enjeux autour de l'outil et autour de l'utilisation de l'outil. Donc, ce qui est très particulier quand on déploie un outil à l'international comme ça, c'est qu'on a des utilisateurs très très différents avec des niveaux de maturité très très différents dans les différentes business units. Le niveau de maturité de la France n'est pas du tout le même que celui du Portugal. Donc, il y a des enjeux et des challenges. Julien, que tu peux nous décrire sur la partie priorisation de la roadmap, qui fait quoi, etc. Yes. Donc l'un des premiers enjeux, comme on l'a dit, c'était d'essayer d'unifier les pratiques de pricing dans les différents pays et sur les différentes marques. Pour ça, on a déjà, en passant par un outil qui nous contraint, c'est pas exactement le bon mot, parce que ça nous fixe un cadre en tout cas. Et on s'est dit, ok, on commence petit sur chacune des BU avec du rule-based pricing, donc c'est de l'alignement tarifaire assez simple, comme on a l'habitude de le faire, et ensuite on va aller ajouter du fonctionnel. On va aller aussi challenger les BU et on a fait en sorte qu'elles se voient régulièrement pour se dire comment on fait ce projet d'intégration tous ensemble. Quelle est votre stratégie en Pologne, vs la stratégie en France? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on va pouvoir s'accorder? Et ça nous permet aussi de récolter beaucoup de feedback sur comment on va prioriser tout simplement les fonctionnalités dont on a besoin. Parce que le but, c'est forcément d'avancer tous ensemble et pas de laisser un des pays plutôt derrière. Donc pour ça, on a mis en place vraiment beaucoup de proximité avec nos différents utilisateurs. On en parlait tout à l'heure avec Christophe. On les voit à minimum une fois par semaine pour pouvoir récolter leur utilisation. On travaille avec des Customer Success Managers chez Pricing Hub qui nous permettent justement aussi d'avoir un retour sur le marché, sur ce qui se fait sur le pricing, parce que on a tous besoin d'apprendre, donc ça nous permet aussi d'avoir ça. On a nos convictions, mais ça nous permet de venir les confronter. Donc c'est vraiment une relation bipartite, et même tripartite entre le groupe, le pays et Pricing Hub qui est hyper intéressante. Il y a toute une partie des enjeux aussi autour de l'accélération, la manière dont on l'a fait aussi intéressante et challengeante. Parce qu'au final, quand on refait l'histoire, on a réellement commencé ce projet de déploiement de Pricing Hub il y a 2 ans.
Une fois qu'on a validé la solution, maintenant on est en production et on fait des recommandations sur 5 pays différents et on est en train de terminer l'intégration de Weldom, qui est une des enseignes du groupe. Et donc c'est aussi un enjeu d'accélération. On n'aurait pas pu faire ça en faisant nous-mêmes cet outil. Grâce aux pratiques, grâce aux échanges, grâce aux fonctionnalités aussi qui étaient natives dans l'outil, sur lesquelles nous on n'était pas encore mature. On est en train de se les approprier, on est en train d'avancer pour se dire ok, on fait des changements de prix, mais on est limité en nombre de changements de prix parce qu'on a encore dans certains pays des étiquettes papier. Quels sont les produits sur lesquels c'est le plus important de faire mon changement de prix pour améliorer ma marge et mon positionnement? Et donc là-dessus, c'est j'allais dire des fonctionnalités natives dans l'outil dont on avait besoin et qu'on a pu intégrer très très rapidement. Donc on s'apporte aussi dans la construction de l'outil. Il y a des choses qu'on fait évoluer dans Pricing Hub parce qu'on a aussi des problématiques de volumétrie que Pricing Hub n'avait pas encore rencontrées. Sur les BU les plus importantes, c'est 250 000 produits actifs. Quand on multiplie par 150 magasins, tout de suite le nombre de prix est énorme. C'est à peu près pour les petites business units, 10 concurrents jusqu'à 40 concurrents qu'on va aller regarder sur le marché. Donc la volumétrie est vraiment énorme. Et du coup, la dernière partie de tout ça, ça reste un outil en SaaS, donc il faut aussi monitorer comment ça se passe. Donc c'est des SLA qu'on a mis en place, c'est de la surveillance, histoire que quand on commence sa journée dans l'outil, on puisse garantir que tout est OK, toutes les données sont là, et que les pricers et les responsables d'offres puissent être confiants dans les données, dans ce qu'on va leur afficher, les recommandations qu'on leur donne. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment 2 points importants. Effectivement, le monitoring de la performance de l'outil, parce qu'en fait, c'est le confort de l'utilisateur final qui est important. Si on veut que l'utilisateur, la catégorie manager, le pricer l'utilise, il faut que l'outil réponde très vite, instantanément, etc. Donc il y a un point important où on mesure l'usage de l'outil. Et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, quand vous investissez dans un outil, si ce n'est pas utilisé, vous êtes sûr que dans un an, vous pouvez lui dire au revoir. Il y a un deuxième point qui est très important aussi, c'est la notion de partenariat. Quand vous êtes une petite startup, jeune startup comme la nôtre, et que vous travaillez avec ADO, il y a un enrichissement réciproque. Et en fait, on s'est mis dans une configuration où les besoins d'ADO vont nourrir notre roadmap produit. Et vice-versa, nous, on apprend de pas mal d'autres clients. On a une trentaine de clients aujourd'hui. Et on apporte des nouveaux features, des choses à ADO. Et cette réciprocité et ce partnership, je pense qu'il est très, très enrichissant. Maintenant, Julien, on va parler un peu des enjeux de l'IA. Alors bien évidemment, l'IA, c'est le sujet un peu à la mode. Nous, on fait un peu de l'IA old school chez Pricing Hub, on fait du machine learning. On est là pour... en fait, on modélise des élasticités. Donc c'est quelque chose qui est natif chez nous. Est-ce que, Julien, tu peux nous parler un peu de la vision d'ADO sur la partie pricing dans l'utilisation de l'IA, parce que vous ne l'utilisez pas que, bien évidemment, dans la construction de prix et l'optimisation de prix, mais vous l'utilisez dans d'autres cas d'usage. Oui, donc chez nous, forcément, un peu comme partout, l'IA, c'est un peu un mot à la mode, mais néanmoins, on a quand même des use cases qu'on active, mais qu'on met là où c'est le plus intéressant. Donc je parlais tout à l'heure du matching de produits par exemple, et donc c'est quelque chose qu'on a fait complètement en interne avec de l'intelligence artificielle qui nous permet de faire ce rapprochement entre les produits de la concurrence et les produits Leroy Merlin. On a aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir travailler sur nos prix quand un produit va être déstocké, pour pouvoir essayer d'optimiser le moment et quel prix pour pouvoir arriver au stock à zéro à une certaine date. Donc il y a pas mal d'usages de l'IA sur lequel on est en train d'avancer. On est en train de, sans révéler trop de choses, mais on est en train d'avancer sur de la cohérence des prix, désolé je ne trouvais plus le nom en français, de la cohérence des prix avec de la détermination automatique d'ensemble de produits qui seraient cohérents justement. Donc on est en train de tester des choses. Et là où on n'était pas encore mature, justement, c'est sur toute cette partie élasticité, où on avait des convictions, on avait testé des choses, mais aujourd'hui on n'avait pas la possibilité de le faire par rapport à notre organisation, parce qu'on avait d'autres sujets, et dans tous les cas, on avait aussi envie d'accélérer. Donc c'est là où on est en train de travailler sur ces outils, sur toute la partie élasticité, dans un premier temps historique, mais on reviendra juste après avec ce sujet avec Christophe pour vous expliquer les différentes options qu'on a dans Pricing Hub. Mais en tout cas, ça nous permet aussi de garantir que chacune des BU acquiert les compétences pricing dont elles ont besoin pour pouvoir passer à l'étape d'après.
Et c'est vraiment ça qui nous permet d'aller avec Pricing Hub étape par étape, d'abord sur un moteur de règles, j'allais dire plutôt simple, ensuite de l'élasticité historique et ensuite vraiment de l'élasticité avec expérimentation. Et justement, Christophe, je pense que c'est intéressant que tu nous expliques les différentes Donc, possibilités. merci pour la transition, parfait, rien à ajouter. Donc effectivement, aujourd'hui, dans le périmètre de Leroy Merlin, on a démarré donc, en sécurisant l'existant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'assure qu'avec Leroy Merlin, on est en capacité à exécuter un moteur de règles. Ça consiste en quoi? Ça veut dire je définis un ensemble de règles métiers, un ensemble de règles de chaînage, et je m'assure que la recommandation de prix que je reçois respecte ces conditions-là. Donc ça, on va dire, c'est l'existant. Bien entendu, l'idée, c'est d'aller plus loin que ça. Et pour aller plus loin, en fait, on va pouvoir un petit peu catégoriser les options qui sont offertes. Qui vont de l'exécution, ce qui est actuellement fait chez Leroy Merlin, jusqu'à l'optimisation. Et pour se rapprocher de l'optimisation, en fait, on a 2 modules supplémentaires qui sont disponibles, qui sont ceux qui sont affichés ici. Donc, on a ce qu'on appelle le Target-Based Pricing et le Rule-Based Pricing 2.0. Pourquoi 2.0? Parce que le 1.0 correspond simplement à l'exécution du moteur de règles. Le 2.0, c'est on va s'approcher de l'optimisation en prenant en compte l'élasticité historique. L'idée, c'est de s'assurer qu'à minimum, l'exécution de mes règles soit faite, que mes règles de chaînage soient faites. Et si, au bout du bout, il me reste un petit couloir d'optimisation, eh ben, je vais venir utiliser l'élasticité historique pour dire donne-moi le meilleur prix, le meilleur positionnement dans le couloir qui reste disponible. Et enfin, donc la dernière approche qui contient, donc, on va dire, la partie sensibilité prix et donc le machine learning dans lequel on va pouvoir faire un groupe de contrôle, un groupe de test, c'est l'option Target Based Pricing. Dans cette option-là, je vais pouvoir venir maximiser des KPI sous réserve de certaines contraintes que je vais pouvoir venir définir dans l'application qui vont me permettre d'obtenir un prix optimal. Donc l'idée, à travers ces 3 modules, le RBP 2.0 et le TBP, c'est de venir pouvoir couvrir les besoins d'aujourd'hui, mais aussi les ambitions de demain. Et donc pour ça, donc, grâce à Leroy Merlin, on travaille donc main dans la main sur les différentes BU, en exécutant aujourd'hui leur stratégie et en mettant progressivement de l'intelligence et en évoluant de plus en plus vers l'élasticité. Ouais, je vais un petit peu insister sur ce point-là parce qu'en fait, l'IA, c'est un outil qui nous permet de faire quelque chose de fondamental, qui est de réintégrer le consommateur dans l'optimisation du prix. Et quand vous faites ça, et ça fait maintenant 6 ans qu'on fait ça, et on l'a fait dans notre vie antérieure dans une autre industrie, réintégrer le consommateur, c'est synonyme d'augmentation de la performance commerciale. À chaque fois que nos clients sortent du mode exécution, alignement, règles de marge, etc. et rentre dans j'ai optimisé en fonction de la sensibilité prix du consommateur, tout de suite on mesure un incrément de création de valeur qui est une amélioration soit de la masse de marge, du volume ou du chiffre d'affaires. Et ça, dans notre outil nativement, on mesure versus des groupes de contrôle. Donc c'est vraiment tangible, c'est chiffré et on est convaincu, et on le voit sur une trentaine de clients, que c'est ça qui amène la masse de marge incrémentale. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un pas en avant, et l'IA, c'est un superbe outil pour nous permettre de faire ça de façon automatisée à très très grande échelle. Dernière série d'enjeux, Julien, c'est la sécurité de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, quand on pilote le prix, on pilote un élément des données confidentielles, on connaît, on optimise la marge du client, donc on a accès à des données qui sont très stratégiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment c'est géré, les mécanismes que vous avez mis en place chez ADO pour piloter ça? Alors forcément, vous utilisez un outil SaaS, donc il y a des données un peu sensibles qui sortent de l'entreprise. Ça a été un grand débat chez nous avant de choisir une solution, justement, de se dire ok, on le fait pas, mais avec quel niveau? Donc forcément, il y a toute des éléments juridiques qu'on a mis en place, forcément, et ça c'est clair. Et en plus de ça, nous on travaille avec des briques techniques qui nous permettent de garantir de garantir à la fois que la donnée est correcte, mais aussi qui accède à la donnée. Donc pour ça, et c'est vraiment la force du groupe, c'est qu'on a industrialisé tous les outils d'échange de données qui nous permettent justement d'avoir cette sécurité. Donc on sait qui accède à quoi et quand. J'en parlais tout à l'heure avec l'aspect données et l'exposition des données. C'est exactement la même méthode qu'on a avec Pricing Hub. Donc ça nous permet de garantir
que les données qui vont être utilisées vont l'être à bon escient. Ouais, et puis il y a tous les processus ensuite qui sont assez classiques, mais c'est des choses ultra importantes, bien évidemment, quand on a un grand groupe. On a encore 5 minutes, donc peut-être Julien, tu nous donnes un petit mot de conclusion sur vraiment les facteurs clés de succès, ce qui est super important pour toi. Il y a un élément qu'on n'a pas touché, mais un peu le change management, tu vas nous en parler. Et puis après, si vous avez des questions, on sera heureux de prendre 2-3 questions. Là-dessus, il y a trois conseils qui a fait qu'on a réussi en ces 2 ans à déployer, on est presque à 6 BU quand j'intègre Weldom. Le premier, c'est qu'on a utilisé une méthode plutôt itérative. Enfin, forcément, on est tous en agilité, mais l'idée, c'était vraiment de se dire, chacune des BU va nous dire, avant de démarrer, moi j'ai besoin de telle et telle fonctionnalité. Ok, on l'entend, mais peut-être que tu n'as pas besoin de tout pour démarrer. Tu as peut-être besoin juste de telle et telle fonctionnalité et commence déjà à utiliser ce qui est disponible. Approprie-toi les éléments, parce qu'il y a pas mal de montées en compétences sur le pricing qu'il va falloir que tu fasses en local avant de vouloir toutes les fonctionnalités que tu pourrais nous demander. Donc on a vraiment été très itératif. Et c'est vraiment la philosophie de l'outil aussi, de se dire on n'est pas encore prêt dans notre mode de fonctionnement à être sur de l'élasticité. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec Pricing Hub sur l'élasticité historique qui nous permet d'être un premier petit pas. Et à chaque fois, c'est vraiment des petits pas qu'on fait dans ce déploiement. Ça va être aussi sur... on ne va pas révolutionner le pricing de la BU en entier, dans le sens où on va y aller par rayon, par typologie de produit. Donc, on a essayé vraiment d'y aller petit pas par petit pas. Et c'est aussi des KPI qu'on mesure. Et un des objectifs qu'on a, c'est d'essayer de déployer 100% du catalogue. Et on s'est dit, par BU, quels étaient les éléments qu'on allait mettre en place. Ce qu'on a fait aussi, c'est mettre en place une gouvernance qui nous permettait de garantir que les fonctionnalités dont les BU avaient besoin allaient être priorisées correctement. Donc là-dessus, c'est beaucoup de proximité qu'on a avec les BU. C'est la proximité avec Pricing Hub qui est aussi intégrée dans chacun de nos rituels avec les BU pour pouvoir aussi entendre les besoins, pouvoir proposer aussi des solutions que nous-mêmes chez ADO, on n'a pas encore totalement vues dans l'outil, parce que c'est eux les experts de l'outil forcément. Mais ça nous permet vraiment de garantir que tout le monde va bien utiliser l'outil. Elle ne va pas aussi aller dériver. On essaie de faire en sorte que la manière d'utiliser l'outil soit aussi la même. Donc on a essayé de standardiser certaines choses. Et il y a toute une première phase qu'on a faite en parallèle de l'implémentation qui est de se dire, OK, comment doit fonctionner le pricing par rapport aux responsables d'offres, par rapport aux autres entités métiers qui sont là et qui vont graviter autour du prix. Donc ça nous a permis aussi de cartographier là où on en était chacune des BU et l'organisation idéale de demain. Et tout ça, ça nous a permis de mieux gérer le change. Vraiment, la conduite du changement pour nous, elle est hyper importante. Comme je le disais, il y avait des niveaux de maturité complètement différents. Il y avait des responsables d'offres, je vais faire un peu de caricature, mais qui étaient vraiment très frileux au fait de laisser la main à un outil de proposer des prix, parce qu'il était persuadé d'être le plus sachant sur ses produits. Mais néanmoins, il y a un contexte concurrentiel qui est là. Donc il a fallu aussi les accompagner. Et c'est justement cette philosophie des petits pas qui nous a permis vraiment d'aller marquer des points finalement avec eux, de leur donner confiance et d'y aller vraiment au fur et à mesure. Ça les a vraiment beaucoup rassurés. Mais tout en étant quand même super ambitieux, en se fixant des objectifs, parce qu'on s'était dit initialement qu'on allait déployer tout ça en 1 an et demi. C'était hyper ambitieux, on le savait. Néanmoins, si on s'était dit qu'on allait mettre 3 ans, on aurait mis 4 ans. Donc il faut quand même aussi se fixer des objectifs ambitieux qui nous permettent à minima d'aller les effleurer. Je rajoute juste un petit mot. Donc, non, on me fait signe que non. Écoutez, si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est qu'on peut vous attendre dehors et on prendra les questions dehors. Voilà. Merci à tous. Merci à bientôt. tous.